Avec nous toujours Alexandre Malafaye et Hélène Rouet. 6 manifestants et un policier tués. La situation en Iran semble évidemment se tendre jour après Téhéran et Ispahan. Eh bien, la révolte a gagné aujourd'hui les villes moyennes du pays. À l'origine de cette révolte, eh bien, la dépréciation de la monnaie locale rapide et des conditions de vie évidemment difficiles depuis plusieurs mois pour les Iraniens. Une brèche aussi pour parler de liberté après plusieurs mouvements de révolte qui ont été réprimés par le régime. Pour faire le point sur cette situation, nous sommes en ligne ce soir avec Nasser Etemadi, journaliste spécialiste des relations internationales et notamment de l'Iran. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être pour démarrer, rappeler aux auditeurs, aux auditrices d'Europe 1 l'origine de cette révolte qui embrase le pays depuis dimanche dernier. Écoutez, comme on le sait depuis maintenant 5 jours, la République islamique est de nouveau secouée par des émeutes qui donnent un fort sentiment de déjà-vu. En tout cas, depuis maintenant 10 ans. C'est peut-être la 5e émeute d'ampleur qui apparaît sur la scène politique en Iran, à travers le pays. La contestation est partie des bazars, corps économique traditionnel de Téhéran et de plusieurs grandes villes. Les mêmes bazars, il faudra le rappeler, qui avaient mis le clergé au pouvoir il y a 47 ans. Avant s'étendre rapidement aux métropoles, aux villes petites et moyennes, comme vous venez de l'indiquer, de le préciser, aux universités et plus largement à l'ensemble de tissu social. Donc nous sommes face à une mobilisation, je pense, d'ampleur nationale, même si la masse importante de mécontents n'est pas toujours au rendez-vous, mais on est toujours au 5e jour d'un mouvement politique important, social important, dont le facteur central demeure la crise économique et structurelle de la République islamique, qui ne veut pas dire que l'objectif de ce mouvement est réduit à des revendications seulement économiques. Donc, une crise ancienne marquée par l'aggravation de la pauvreté, la précarisation de larges pans de la société. On peut dire aujourd'hui la classe moyenne en Iran, sous le poids de la crise économique, de l'inflation qui rend toute activité économique impossible, d'où la contestation de bazar, est quasiment inexistante dans la société iranienne. Donc cette situation a été reconnue même aujourd'hui par Massoud Pezeshkian, le président de la République, qui a admis que l'impasse actuelle de la société, sur tous les plans, notamment économique, est le produit des choix stratégiques de la République islamique. Alors effectivement, il le reconnaît, il a même dit hier comprendre les revendications des manifestants, mais cela dit, le régime a sévi aujourd'hui, il y a désormais des morts, c'est un tournant dans ce mouvement. Est-ce que la répression, eh bien, c'est la seule réponse possible du régime des mollahs ? En fait, c'est un régime qui est en impasse, et c'est un régime qui a montré, au moins depuis maintenant 3 décennies, depuis même le mouvement dit réformiste, incapable de s'adapter, incapable de se réformer, et qui n'a, pour se maintenir au pouvoir, la violence et la brutalité. Mais cette situation révèle en même temps une certaine vulnérabilité du pouvoir, mais aussi une forme de prise de conscience. Les propos de Pezeshkian au sommet de l'État, que cette fragilité et de la responsabilité du régime dans la crise actuelle ne pourrait pas être résolue par la violence et par la brutalité. Mais finalement, vu l'ampleur de cette contestation, même si toute mort est dramatique et regrettable, n'est pas du tout à l'auteur de ce qui se passe. Parce que dans les mouvements précédents, dès le premier jour, le régime islamique tuait par centaines. Alors justement, on se souvient du mouvement vert. C'était en 2009. Il y a eu le mouvement Famille Liberté il y a à peu près 2 ans avec la mort de Mahsa Amini. Est-ce que ce mouvement est dans la continuité de ces mouvements de révolte, ou est-ce qu'il a des origines complètement différentes ?
Moi, je pense qu'il est dans la continuité des mouvements précédents, mais dans un contexte tout à fait différente. C'est-à-dire, c'est grosso modo la même génération qui est aujourd'hui à nouveau dans les rues. Finalement, 10 ans, c'est pas beaucoup. Donc, il y a également des nouveaux arrivés, mais c'est la même génération qui descend dans la rue avec l'expérience d'échec des mouvements précédents. Je dis avec précaution l'échec, parce que finalement, le mouvement Femmes, Vie, Liberté a pu avoir des résultats tangibles, atteint son objectif principal, qui n'était pas le moindre, c'est-à-dire mettre en cause dans le fait le voile obligatoire qui est le pilier principal idéologique du régime islamique. Donc, tout indique que le pays se trouve dans une impasse aujourd'hui susceptible de déboucher sur une rupture. Donc, en fait, c'est un moment où une partie croissante de la société estime qu'il n'est plus possible de continuer dans les mêmes conditions, sur le plan économique, social, politique, comme sur les plans militaire, parce que le régime est également dans un état de vulnérabilité, surtout après la guerre de 12 jours en juin dernier. Donc, dans le terme, en fait, un classique de l'analyse politique, on peut dire qu'on est dans une situation de rupture dans laquelle les modes de gouvernance habituels ne produisent plus de stabilité et où les tensions sociales deviennent durables. Donc la société iranienne semble ainsi avoir atteint un point critique. Alexandre Malafaye. Oui, c'était le sens de ma question. Au travers de la guerre des 12 jours, on a clairement le sentiment que depuis des décennies, le pays hésite entre évolution et révolution, et l'évolution ne vient pas. Donc de fait, ça tend la situation. Et puis avec ce qui s'est passé pendant 12 jours, le pays a encaissé un coup très sévère. Comment est-ce que vous pensez que le régime aujourd'hui, au-delà de la répression, pourrait se rétablir ou en tout cas relancer quelque part une dynamique politique ou économique? Est-ce que les éléments pourraient se réunir à nouveau? Parce que le sentiment que ça donne, c'est que globalement, l'Iran est quand même de plus en plus isolé, que les difficultés sont là, qu'elles sont pérennes, ça a été très bien dit par le président. Donc comment est-ce qu'on se sort de ça, si ce n'est par la répression? La question est adressée à moi? Oui, absolument. Alors, moi je pense en résumé, le régime islamique est aujourd'hui pris dans un enchevêtrement de crises internes et externes, politiques, sociales, régionales et militaires, qu'il a en grande partie lui-même engendré et auquel il ne peut pas apporter de réponse crédible. Donc, c'est l'interaction de ces crises qui pèse sur son avenir à travers le mouvement de contestation aujourd'hui. Donc sur le plan régional, malgré la tragédie du 7 octobre 2023, Israël se trouve, je pense, désormais dans une position stratégique plus favorable face à la République islamique, surtout après la guerre de 12 jours où Israël a porté des coups inédits aux infrastructures nucléaires, militaires, et pas seulement, et surtout politiques, dans l'imaginaire collectif de la société iranienne. Donc, pour la première fois, la vulnérabilité, la fragilité du régime islamique s'est étalée en plein jour. Ouais, effectivement. Hélène Rouet, une question. Alors on a le sentiment que si vous voulez le mouvement a été déclenché par la colère économique. Effectivement, on voit l'augmentation des prix des produits de première nécessité est plus de 200%. On a une inflation à 52%. Donc on a l'impression que la colère économique est un déclencheur. On ajoute à ça effectivement la situation politique intérieure avec la corruption, avec la répression, les pénuries d'eau potable, ce genre de problèmes qui nourrissent aussi ce mouvement. Et moi je voulais demander quelle est la place. Est-ce que déjà ça a une place? Est-ce que les engagements régionaux, internationaux de l'Iran, notamment je pense à la Palestine, je pense au Liban, est-ce que ça suscite aussi la colère du peuple iranien? Est-ce que ça nourrit aussi le mouvement? Bah évidemment, quand on écoute, on regarde les slogans
qui sont répétés dans les rues de l'Iran par les gens mécontents, on voit bien que c'est toute la politique régionale du régime islamique qui est mise en cause pour une simple raison, parce que les gens y voient l'origine de tout leur malheur finalement. Des milliards de dollars, argent versés dans les poches des groupes intégristes, terroristes comme Hezbollah, comme Hamas, comme Djihad islamique, qui a un rôle primordial donc voilà dans la situation actuelle politique et surtout économique de la population iranienne. Donc je pense il y a d'autres facteurs qui pourraient plaider dans la continuité de ce mouvement. Il y a d'abord, comme je le disais, les effets de la guerre de juin dernier, au cours de laquelle Israël, avec l'appui des États-Unis, a porté des coups significatifs aux capacités militaires et régionales du régime iranien. Mais cette séquence a également affaibli ses alliés régionaux, les alliés régionaux du régime iranien, et qui est très important, notamment le Hamas, le Hezbollah. Le 8 décembre 2024, figurez-vous, Bachar Assad est tombé. Bachar Assad qui était le seul et l'unique allié du régime islamique dans la région et sur la scène internationale. Et cela montrait également à quel point le même sort pourrait attendre le régime islamique. Donc il faut également ajouter un élément majeur qui est l'affaiblissement l'affaiblissement des proxys de l'Iran. Alexandre Malafaye. Alors si on imagine, et ce serait sans doute une bonne chose pour le peuple iranien, que le régime tombe, même s'il y a un petit noyau dur de fidèles, par qui on remplace ce régime ? Ça, c'est peut-être la nouveauté du mouvement actuel. Si la plupart des mouvements de contestation précédents n'ont pas abouti, parce qu'il y avait un élément essentiel qui manquait. Cet élément essentiel, c'était la direction politique. C'est valable pour tous les mouvements de contestation de cette nature et de cette ampleur. Cette fois-ci, et je vous affirme en tant que journaliste et spécialiste qui suit les affaires iraniennes depuis des décennies et chaque jour, pour la première fois, on entend un nom. Et ce n'est pas n'importe lequel. C'est Reza Pahlavi. C'est Reza Pahlavi. Donc le fils de l'ancien Shah d'Iran. L'ancien prince héritier, et qui, dans l'imaginaire, est vrai ou faux, qu'on soit d'accord ou pas, tout cela c'est secondaire, dans l'imaginaire de la population iranienne qui, en fait, veut mettre fin à cette situation de détresse absolue, représente une alternative, on remet pour dépasser le vide politique, donner de l'ampleur davantage à ce mouvement actuel, lui donner en direction, et puis Et d'ailleurs, il s'était publiquement exprimé lors de la guerre des 12 jours en se disant prêt à créer un gouvernement de transition vers une démocratie iranienne. Exactement. Et d'autres éléments, d'autres facteurs qui pourraient distinguer le mouvement actuel, c'est une alliance nudite entre les Iraniens et Israël. Si Israël considère la République islamique comme sa menace existentielle la plus grave, le même sentiment est partagé par les Iraniens, qui considèrent la République islamique comme une entité qu'il a privée de toute son existence matérielle, morale, politique, etc. Le maillon, en fait, qui pourrait relier cette alliance et le fortifier, c'est même peut-être cette figure et ce nom qu'on répète maintenant dans les rues en Iran, c'est-à-dire Reza Pahlavi, qui non seulement incarne un passé qui dans l'imaginaire iranien représente son futur, mais qui également a un rapport de proximité, d'amitié avec Israël. Donc, moi je pense que ce qui pourrait encore davantage appuyer
voilà la situation d'Israël. On continuera à suivre ça de près, évidemment, sur Europe 1. Merci Nasser Al-Temadi. Je rappelle que vous êtes journaliste et donc spécialiste d'origine iranienne et spécialiste de l'Iran et des relations internationales. Merci de nous avoir éclairé sur ce mouvement qu'on suit de près, évidemment, sur Europe 1.